Super, donc on peut commencer. Donc, de nouveau, bonjour à toutes, bonjour à tous, ceux qui regarderont le replay. Donc, aujourd'hui, on va parler des échographies pendant la grossesse, avec Dr Frédéric Isnard. Mais avant de lui donner la parole, on va se présenter. Donc, Marion et moi, nous avons fondé l'année dernière Naissance Nomade, qui est un projet entrepreneurial qui vise à contribuer à un vécu serein de la grossesse, de la naissance et du postpartum pour les couples francophones expatriés. Nous sommes nous-mêmes mères expatriées et nous avons pu observer et vivre des grossesses loin de chez nous. Et on a pu remarquer que c'était une période sensible qu'il est déjà pour toutes les femmes, pour tous les couples, mais qu'avec la mobilité internationale, l'isolement, la solitude, la difficulté parfois à trouver des professionnels dans les pays dans lesquels on vit, et pas toujours aussi trouver un accompagnement qui est adapté à notre situation de mobilité. Le fait de, par exemple, d'être enceinte dans un pays, d'aller accoucher dans un autre. Donc ce qu'on fait à travers Naissance Nomade, c'est pouvoir accompagner, malgré la distance, parce que c'est tout en ligne, mais avec vraiment un accompagnement humain, les couples où qu'ils soient dans le monde pour pouvoir contribuer à vivre ces périodes de manière sereine et confiante. Quoi qu'il se passe, et malgré les difficultés qui peuvent exister. Euh, du coup, pour se présenter un peu plus en détail pour celles qui ne nous connaissent pas, donc moi c'est Marie, je vis en expatriation depuis 15 ans et au Congo depuis 9 ans. Je suis à la base consultante, hein, mon métier, je suis consultante dans le domaine des ONG et je suis mère de 3 jeunes enfants de 6, 4 et bientôt 2 ans. Moi, c'est Marion, je suis l'associée de Marie. Je suis aussi avant tout mère de 5 enfants qui sont nés à droite à gauche au gré des expatriations. Je suis sage-femme depuis un certain nombre d'années maintenant, depuis 2009. Et je vis au Congo-Brazzaville depuis 10 ans maintenant. Alors, le sujet d'aujourd'hui qui nous rassemble, c'est donc le sujet des échographies du suivi de grossesse qui est, donc d'après de ce que j'ai pu voir, et puis de ce que j'ai vécu aussi, un sujet qui est souvent anxiogène. Et qu'il est d'autant plus, comme disait Marie, quand on est en expatriation et qu'on ne connaît pas très bien notre lieu d'expatriation, en particulier quand c'est une première grossesse, mais pour les suivantes aussi, il y a tout le temps plein de questions qui se posent. En tout cas, moi, c'est des questions qu'on me pose au quotidien. À quel moment, à quel endroit, avec qui? Est-ce que je voyage ou pas? Qu'est-ce que je vais apprendre sur ces échos? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème? Voilà, comment je sais que mon praticien est compétent? Voilà, est-ce que je peux venir avec mes enfants? Enfin, il y a tout le temps plein de questions. Et du coup, on s'est dit que c'était vraiment important d'en parler, de donner, de rassurer, et que vous puissiez aller vivre vos échos sereinement, parce que c'est aussi un chouette moment où on apprend plein de choses. Et donc c'est dommage, on se dit, de les vivre dans le stress et puis voilà. Du coup, pour ce sujet, nous avons invité Dr Frédéric Isnard, qui est gynécologue depuis 20 ans. Elle a plein de casquettes parce qu'elle a un DU en médecine et biologie de la reproduction. Elle a évidemment un DU d'échographie, gynéco et obstétricale. Elle a un DU de pathologie maternelle et de la grossesse. Elle est aussi maman de de 3 ados, expatriée à New York, donc elle comprend les problématiques que vous vivez ou que vous vivrez en expat. Elle a cofondé Point Gyn One Clinic, qui est un réseau de centres médicaux spécialisés dans la santé des femmes, avec des parcours dédiés aux problématiques rencontrées par la femme. Donc, c'est un réseau novateur et avec lequel on se sent très aligné. Et voilà, donc, ce qui fait qu'elle est engagée dans le suivi et l'accompagnement des femmes enceintes depuis longtemps. Donc, je vais la laisser prendre la main. Et déjà, merci beaucoup d'être avec nous, Frédéric.
C'est Merci un... beaucoup Marie, merci beaucoup Marion de m'avoir invitée pour ce webinaire. Je suis ravie de pouvoir partager mon expérience hospitalière et de ville et d'expatriée et de maman aussi sur le sujet des échographies et toutes les parties techniques, la partie information et puis bien sûr toutes les questions que vous pouvez vous poser. Alors je partage. Ouais. Voilà, c'est tout bon. C'est tout bon. Parfait. Donc, on va vous parler, je vais vous parler de l'échographie. Qu'est-ce que c'est déjà? Ensuite, on va regarder un petit peu les échographies dans les différentes parties du monde. Et puis, je vais vous détailler le protocole français par trimestre. Et après, on parlera à la fin de ce qu'on appelle l'écho-plaisir que certaines patientes parfois rajoutent. Et puis on répondra à toutes vos questions. Donc, tout d'abord, je voulais juste faire des petits rappels un petit peu techniques sur qu'est-ce que c'est qu'une échographie. C'est important de savoir que c'est une technique qui utilise des ultrasons. Les ultrasons, c'est des ondes sonores de haute fréquence qui vont traverser le ventre et qui vont rebondir sur les différentes structures qu'elles rencontrent, donc l'utérus, puis le fœtus, le liquide, les os, etc. Et l'ordinateur qui est dans la machine va convertir ces différents échos en images. Donc les images, ça correspond, c'est des images en noir et blanc avec des variations de blanc et de gris qui va permettre de distinguer les différentes structures et de voir le fœtus sur des plans de coupe, ce qu'on appelle des plans de coupe qui correspondent un petit peu à des rondelles. Donc en général, on vous applique systématiquement sur le ventre un gel qui est à base d'eau, qui ne tâche pas, ce qui permet de faciliter le passage des ultrasons entre la sonde et la peau. Donc en général, c'est par voie externe. L'échographie fœtale se fait vraiment la plupart du temps avec une sonde abdominale, sauf au premier trimestre, où elle va souvent se faire, même avant le premier trimestre, au tout début du premier trimestre, par voie endovaginale. Pourquoi? Parce que la visibilité va être bien meilleure. Les échos vont partir d'une distance beaucoup plus courte entre le fond vaginal et l'utérus, parce que l'utérus est encore petit, et donc l'image sera bien meilleure par voie vaginale. Et qu'est-ce que je voulais vous... Oui, je voulais vous dire aussi, c'est important de ne pas mettre d'huile, de crème sur le ventre toute la semaine, voire même les 10 jours qui précèdent l'échographie, parce que ça va faire un écran aux ultrasons et l'image va être beaucoup moins nette. Donc, essayez de rien vous appliquer pendant la semaine qui précède votre échographie. Certains gynécos vous le diront à l'avance, mais pour la première, c'est important de le savoir. Alors, juste la chronologie des échographies en France. Donc, en France, vous avez l'écho de datation qui se fait en général sur les 2 premiers mois de la grossesse. Quand vous avez votre test de grossesse positif, vous allez faire la prise de sang et puis le temps de prendre contact, on trouve un rendez-vous en général vers 5 à 10 semaines d'aménorrhée. Donc, on va beaucoup parler des semaines d'aménorrhée. Et semaines d'aménorrhée, c'est le nombre de semaines de grossesse plus 2. Dans le langage médical, les sages-femmes, les gynécos vont toujours parler de semaines d'aménorrhée. Donc 5 semaines d'aménorrhée, ça fait 3 semaines de grossesse. Donc l'échographie, entre 5 et 10, l'idéal, c'est vers 7-8. Après, vous aurez l'écho du premier trimestre, qui est au 3e mois, pendant laquelle on pourra faire un dépistage de la trisomie 21 à la suite de cet examen. Puis l'écho du 2e trimestre au 5e mois, qui est l'écho morphologique. Et enfin, l'écho du 3e trimestre, qui est au 8e mois, qui est principalement une écho de croissance. Je vais les détailler par la suite. Vous pourrez avoir quelques échos intermédiaires dans certains cas si l'échographiste considère qu'il faut surveiller la croissance de votre bébé. On peut intercaler une écho au 7e mois. On peut en rajouter une aussi tout à la fin de la grossesse si on considère qu'il faut vérifier la croissance ou la position de votre bébé. Alors,
Là, ça vous intéresse un petit peu plus. Vous êtes toutes dans différents endroits du monde. Et j'imagine que vous posez toute la question, quel est le protocole dans le pays dans lequel je suis? Donc là, je vous ai mis un petit tableau, mais c'est très, je vais pas le détailler là maintenant. J'ai fait un petit peu le tour de tous les pays, tous les continents. Donc, en gros, quand vous êtes en Europe, vous aurez à peu près les mêmes protocoles qu'en France. Ce sera vraiment entre 2 et 3 échos. Dans les continents type Asie, vous aurez tous les pays, Japon, Corée ou Singapour, où vous aurez des suivis très perfectionnés avec parfois beaucoup plus d'échos. Euh, Après, toute la partie Afrique, là, il y a des grosses disparités. On a l'Afrique du Nord qui a un protocole très européen, très similaire. Et puis, toute l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, qui vont avoir des grosses disparités entre les gros centres urbains qui auront de bons appareils et des protocoles très européens, et puis les zones rurales pour lesquelles l'accès est beaucoup plus compliqué. C'est pareil pour l'Amérique du Sud. Dans les grosses villes, on aura des protocoles très similaires. Et puis, dans les régions reculées, ce sera beaucoup plus compliqué. Et Amérique du Nord, c'est très similaire au suivi français. Donc, en gros, la plupart des pays font 2 à 3 échos, une datation, puis une morphologique. La croissance est plus aléatoire. L'OMS, qui a donné des directives, dit qu'il faut au moins faire une écho dans la grossesse. Elle ne demande pas plus, elle dit au moins une seule, au moins une avant 24 semaines pour dater et faire une morphologie. L'OMS s'adapte à peu près elle essaye de s'adapter aux ressources des pays et donc n'impose pas plus. Donc, ce qu'on recommande, ce que vous devez retenir et ce qui est recommandé d'une façon générale, c'est idéalement d'avoir 3 échos, une par trimestre. Voilà. Alors, l'échographie de datation, elle a lieu, comme je vous disais, entre le premier et le troisième mois. J'avais dit tout à l'heure entre 5 et 10. 5, c'est vraiment très tôt. C'est plutôt entre 6 et 10 semaines d'aménorrhée et va se faire par voie endovaginale pour avoir une bonne image. Ça va permettre de mesurer la taille de l'embryon et la taille de l'embryon va nous donner une datation assez précise de votre grossesse à 5-6 jours près à peu près. Ça va nous permettre d'organiser la suite des événements, la suite de votre suivi de grossesse et de programmer de façon précise l'écho du premier trimestre puis du deuxième trimestre selon cette datation. Ça permet également de voir si la grossesse évolue normalement. Ça permet de voir le nombre de fœtus. C'est là qu'on va faire le diagnostic des grossesses gémellaires, des grossesses triples éventuellement. Et à partir de 6 semaines d'aménorrhée, on pourra voir les premiers battements cardiaques de l'embryon. Donc là, par exemple, sur l'image du bas, vous voyez 2 sacs. C'est une grossesse gémellaire avec 2 poches différentes. Donc les battements cardiaques, ça va ressembler à ça. Ça s'appelle le Doppler. Et là, je vous ai mis à peu près les images qui correspondent à l'évolution de votre petit embryon entre 6 semaines et 14 semaines. Donc à 6 semaines, il mesure à peu près 5 à 6 millimètres. À 7 semaines, on va avoir un embryon qui mesure 10 millimètres, donc 1 centimètre. Ça va ressembler un petit peu à ce petit point blanc là que vous voyez là. À 8 semaines, on va avoir un embryon qui mesure 15 millimètres et on va avoir une ébauche de la tête et on commence à deviner des ébauches des membres, mais alors c'est des petits points blancs. À 9 semaines, ça commence à ressembler beaucoup plus à un petit fœtus. On devine quelques petites structures et ça mesure à peu près 2 centimètres. Et on va rajouter à peu près 1 centimètre par semaine. Donc à 10, on va être à peu près à 3, à 11, à peu près à 4 centimètres. À 12 semaines, c'est là qu'on va faire l'écho officiel du premier trimestre. On a un embryon qui mesure entre 5 et 6 centimètres. Donc quand on parle de taille embryonnaire, c'est entre la tête et les fesses. On ne mesure pas les jambes. Ce qu'on appelle la longueur crânio-caudale. Donc là, on a un petit embryon de profil avec la tête, le profil, l'abdomen et le bas de la colonne. À 13 semaines, il va faire à peu près 7 cm et à 14 semaines, on est aux alentours des 8 cm. Alors, l'échographie de datation, elle permet aussi, malheureusement, dans certains cas, de faire des diagnostics de grossesse qui n'évoluent pas.
Parfois, on voit un petit rond noir comme ça dans l'utérus et on ne voit pas de vésicule utéline. La petite vésicule utéline, c'est ça. Ça signe la présence d'un embryon. Et on ne voit pas d'embryon. Donc, la plus grosse probabilité, c'est que ça soit un œuf clair. Il est rare qu'on fasse un diagnostic sur une seule écho. En général, il faut toujours faire un contrôle à une semaine pour vérifier l'évolutivité. S'il ne s'est rien passé entre les 2 semaines et qu'on a la même image, ça confirme effectivement que la grossesse est non évolutive. On peut également avoir un petit embryon, mais sans battement cardiaque ou sans évolution, auquel cas c'est une grossesse qui a évolué précocement et qui s'est arrêtée naturellement, en général parce que l'embryon n'était pas compétent pour poursuivre sa croissance. Donc voilà pour l'écho de datation. Donc on passe à l'échographie du premier trimestre. L'échographie du premier trimestre, attendez. C'est l'échographie du 3e mois. Donc en France, elle se fait à une date précise. Elle doit se faire entre 11 semaines d'aménorrhée et 13 semaines d'aménorrhée plus 6 jours. Alors pourquoi on a des dates précises? Parce que on profite de cette échographie pour coupler le dépistage de la trisomie 21. Et donc on va faire un dosage sanguin associé à cette échographie qui doit se faire à ces dates précises. Donc cette écho va confirmer le terme et en général, c'est ce jour-là que le médecin va vous donner la déclaration de grossesse avec la date des débuts de grossesse et la date prévue d'accouchement. Alors les dates prévues d'accouchement vont varier un tout petit peu selon les continents. En France, c'est 41 semaines d'aménorrhée. Il y a des pays où c'est 40. Donc voilà, en gros, ce sera entre 40 et 41. Mais en tout cas, ça va fixer la date de début de grossesse. Il ne faut jamais se formaliser sur la date donnée par le gynéco si ça ne correspond pas à la date que vous avez dans la tête. C'est toujours à plus ou moins 3-4 jours. Donc, il y a toujours un petit battement, ce n'est pas une date précise. Ça permet de faire une première analyse morphologique de l'embryon. On va regarder la tête, on va regarder l'abdomen, les membres. C'est une analyse morphologique relativement simple, mais qui permet déjà de dépister énormément de choses. On va mesurer ce qu'on appelle la clarté nucale, donc c'est cette petite zone là qui est derrière le cou. On mesure l'épaisseur de cette clarté nucale et cette clarté nucale va nous donner une idée du risque de trisomie 21. Si la nuque est inférieure à 3 mm, en général, le risque est très faible, voire quasi nul. Il n'est jamais totalement nul tant qu'on n'a pas fait toutes les analyses. Mais voilà, ça élimine quand même, dans plus de 99% des cas, le risque de trisomie 21. Il est important de savoir que cet écho ne permet pas de déterminer le sexe de l'embryon avec exactitude. Si on a de très bons appareils, on peut avoir une idée assez précise. Maintenant, on n'est jamais totalement sûr parce qu'à cet âge-là, le sexe n'est pas totalement différencié à l'image. C'est un bourgeon génital. Et en fonction de l'orientation de ce bourgeon, on va vous dire c'est plutôt un garçon, plutôt une fille. Mais ça reste un petit peu aléatoire. Donc il ne faut pas se formaliser. Et surtout pour les patientes qui sont à l'étranger, il faut savoir qu'en Inde et en Chine, c'est strictement interdit de donner le sexe du bébé pendant l'échographie. Donc, comme je vous disais, cette échographie peut être associée au dépistage sanguin de la trisomie 21, qui est réalisé dans la plupart des pays du monde. Dans tous les gros centres, dans toutes les villes ou les hôpitaux ou les gros centres de santé, vous aurez accès à ce dépistage sanguin. Donc là, je vous ai mis quelques images d'un embryon à l'échographie du premier trimestre. Donc là, on voit une coupe. Donc c'est comme si on avait fait une petite coupe du fœtus à travers son crâne. Donc là, on voit son crâne. Donc vous voyez, cette largeur, c'est à peu près 2 cm et le tour de tête fait à peu près 7 cm. Là, on devine, vu par-dessus, les 2 bras avec les 2 petites mains. On devine même le pouce. Là, on devine un bras gauche avec une partie du visage, le nez, la bouche. Et puis là, on devine une jambe avec pied, jambes et cuisses. Et en 3D, ça donne une petite image qui ressemble à peu près à ça. Donc on devine bien un petit fœtus qui est déjà bien formé. Alors l'échographie du 2e trimestre, si on a une seule à faire, celle-là est vraiment importante parce que c'est l'échographie morphologique complète du fœtus.
Donc en France, elle va se faire entre 21 et 24 semaines d'aménorrhée et le protocole est quasiment le même dans tous les pays du monde. On la fera à ces dates-là à peu près. Si elle est faite à 20, si elle est faite à 25, ça n'a aucune gravité. Ce qui compte, c'est qu'elle soit faite autour de 20 semaines jusqu'à 25. Et voilà, il y a pas une date à laquelle il faut la faire plus qu'une autre, mais en France, le protocole, c'est ça. Cet écho va tout d'abord mesurer votre bébé. On va mesurer sa tête, on va mesurer son abdomen, on va mesurer son fémur. Et ces trois mesures, il y a un algorithme mathématique qui permet de faire une estimation du poids de votre bébé. Donc un bébé à peu près à ce terme-là fait 500 grammes. Donc il peut faire un petit peu moins si l'échographie est faite précocement, il peut faire un petit peu plus si elle est faite plutôt vers 24-25 semaines, mais en gros c'est un bébé entre 400 et 700 grammes à peu près. On va regarder la taille, la morphologie et la position de tous les organes du fœtus. Donc, au niveau du cerveau, au niveau du thorax, on va regarder les poumons, on va regarder le cœur, on va regarder dans l'abdomen, l'estomac, la vessie, les reins, et puis on va regarder les membres, les mains, les pieds, etc. Ensuite, le visage, bien sûr, et ce qu'on appelle les annexes du bébé, donc le placenta, le liquide amniotique, et puis, on va également regarder les échanges entre la mère et le bébé, les échanges sanguins. Donc entre le placenta, le cordon, et on va mesurer les flux sanguins, donc ce qu'on appelle le Doppler. Dans les pays où c'est autorisé, donc hors Chine et Inde, on va confirmer le sexe de votre bébé si vous le souhaitez. Donc, il faut toujours faire attention de dire à la personne qui va vous faire l'écho, si vous ne souhaitez pas connaître le sexe de votre bébé, il y a toujours des médecins qui s'emballent un petit peu, qui vont vous le dire, même si vous ne l'avez pas demandé. Donc, il faut bien faire attention si vous ne souhaitez pas. On peut faire parfois une échographie du col. Donc, de temps en temps, l'échographie sera faite par voie vaginale avec la sonde endovaginale si on considère qu'il y a un risque au niveau du col. On a peur que le col soit un petit peu diminué, si vous avez eu des contractions, si le placenta est situé de façon relativement basse, on va faire l'échographie par voie vaginale et on va mesurer la longueur du col et on va vérifier la position du placenta. Donc, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'on a un certain nombre d'items à analyser. Toutes ces analyses vont pouvoir être normales et pourtant, on ne peut pas, de façon exhaustive, être certain qu'il n'y a aucune anomalie fœtale. Ça reste un examen de dépistage et on va dépister énormément de choses, mais pas toutes les anomalies possibles. Donc, c'est important de savoir que c'est pas, voilà, c'est pas du 100%. Donc là, je vous ai mis quelques images d'un fœtus au deuxième trimestre pour que vous ayez une petite idée des images que ça donne. Donc ces images sont réalisées avec un appareil de bonne qualité, français, enfin c'est General Electric, mais voilà. Donc là, c'est une image 3D d'un fœtus au deuxième trimestre. Donc vous voyez que ça reste encore, le bébé est encore relativement osseux. Le bébé à ce terme-là n'a pas encore vraiment ce qu'on appelle de partie molle. Il n'y a pas encore les rondeurs sous la peau qui vont apparaître au troisième trimestre. Donc là, c'est une image de la tête avec le cervelet. Là, on a une image du ventre. Donc c'est une petite rondelle d'abdomen avec l'estomac que vous voyez ici. Là, c'est le fémur au deuxième trimestre. Là, vous voyez une cuisse, une jambe et un petit pied. Le petit pied vu par en dessous, on peut compter le nombre d'orteils assez facilement. Là, on va avoir le cœur avec les 4 cavités cardiaques. Et là, on voit un profil avec la colonne vertébrale, la vessie et puis le départ d'une des deux jambes. Alors, l'échographie du troisième trimestre, elle est réalisée dans la plupart des pays. Elle n'est pas obligatoire. Elle est un petit peu moins morphologique que la seconde, même si on va quand même vérifier la croissance des organes. Elle est principalement, son but principal, c'est d'étudier la croissance du bébé. Donc, on va la faire au début du 8e mois, entre 31 et 34. Mais c'est pareil, si on la fait à 30, si on la fait à 36, c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de vérifier que le bébé a bien grandi et qu'il reste dans sa courbe de croissance. Si c'est un bébé menu, il a le droit d'être menu et de rester menu.
Si c'est un gros bébé, on vérifie qu'il reste dans sa courbe et qu'il n'est pas non plus trop gros. On vérifie qu'il n'y a pas de modification de cette courbe de croissance surtout, et ça va nous permettre d'évaluer le poids fœtal à terme. On va contrôler le cœur, le rein, le cerveau, l'intestin. À ce terme-là, on va plus trop voir les membres supérieurs et inférieurs. Parfois, ils sont un petit peu cachés. Et surtout, ce qui est important, c'est de voir la présentation du bébé. Est-ce qu'il s'est retourné? Est-ce que sa tête est en bas? Ou est-ce qu'il se présente par les fesses ou par les pieds? Donc ça, c'est vraiment important parce que ça va permettre d'envisager les modalités de l'accouchement. Alors bien sûr, les sages-femmes en consultation, les gynécologues en consultation sont capables d'évaluer la présentation fœtale à l'examen clinique. C'est quelque chose qu'on peut évaluer facilement. Maintenant, une confirmation échographique est toujours bien, mais ce n'est pas obligatoire. Ça va nous permettre de contrôler le liquide amniotique, la position du placenta et vérifier que les échanges entre la mère et le fœtus sont toujours de bonne qualité. Et éventuellement, si c'est nécessaire, on va vérifier la longueur du col par voie vaginale. Donc cet écho, si on voit que le bébé a une croissance qui est accélérée ou ralentie, si vous avez accès à un suivi dans un centre qui propose des échographies facilement, alors vous aurez un contrôle échographique au 9e mois pour vérifier qu'il n'y a pas de changement au niveau de votre accouchement. Donc là, quelques images du 3e trimestre. Donc on voit que les structures sont de plus en plus définies au niveau de la tête. Au niveau du cœur, c'est pareil. Là, on voit très bien l'aorte. Là, je vous ai mis une photo d'un col de l'utérus. Donc, vous voyez le bord de la tête du fœtus, là en blanc, c'est le crâne, et puis la longueur du col de l'utérus. Donc, un col, en général, doit au moins faire 3 cm. C'est à peu près le minimum requis pour un col pendant la grossesse. S'il fait moins, on doit surveiller effectivement qu'il ne diminue pas plus. Bien entendu, l'examen clinique reste très compétent pour évaluer la longueur du col si on n'a pas accès à l'échographie endovaginale. Là, on a une image du rein qui est très bien définie, le profil du bébé, et puis une image 3D où on voit que les rondeurs sont arrivées, ça y est, on voit des petites joues, et le bébé ressemble déjà presque à un fœtus en fin de grossesse. Alors, on voulait vous parler aussi de l'échographie qu'on appelle l'écho-plaisir. L'écho-plaisir, c'est certains couples ont envie de voir leur bébé de façon purement visuelle, sans que le médecin soit là à faire un Doppler, des mesures, ou voilà. Ils veulent avoir des jolies images de leur bébé, un joli souvenir, et donc c'est ce qu'on appelle cet écho-plaisir. Donc, elle a un but uniquement commercial. Et c'est juste pour voir le bébé. Donc en général, c'est en 3D, on fait des vidéos 4D. Certains vont vous proposer des packages avec différentes échos pendant la grossesse. Il faut savoir qu'en France, on n'a pas le droit, les professionnels de santé n'ont pas le droit de vous proposer ces échographies commerciales en dehors des suivis médicaux officiels. Après, il faut vous poser la question de qui fait cet écho, qui vous la propose. Est-ce que ça va être un professionnel formé à l'échographie, un médecin, une sage-femme ou un radiologue, ou est-ce que ça va être en fait quelqu'un qui va vous montrer votre bébé et en fait on ne sait pas trop quelles sont ses compétences. Toute la problématique de ces échos, et c'est pour ça qu'en France, ce n'est pas autorisé de faire ça, c'est qu'est-ce qu'on fait si jamais on découvre une anomalie, si on passe à côté d'une anomalie. L'échographie reste quand même un examen médical qui a pour but de dépister des anomalies au niveau du fœtus ou des échanges avec la maman. Et à mon avis, ça doit rester un examen médical. Ça n'empêche pas, bien sûr, pendant l'examen médical, que l'échographiste puisse interagir avec vous, puisse vous expliquer ce qu'il voit à l'écran. Si tout va bien à la fin, on peut faire effectivement un petit peu de 3D si pareil le permet, on a le temps, si vous le souhaitez, et ça permet d'avoir la partie plaisir au sein de l'échographie médicale. Maintenant, il faut savoir que vous aurez de grandes disparités
au niveau des pays, des différences culturelles selon les pays, où dans certains pays, on va clairement pas vous adresser la parole pendant toute l'échographie parce que c'est considéré comme un examen médical. Je vais prendre l'exemple des États-Unis, par exemple, où je suis, où les échographies fétales sont faites par des sonographers. Et en fait, les sonographers, sont des techniciens échographistes et ils n'ont pas le droit de parler à la patiente pendant l'examen parce que c'est le médecin à la fin qui va analyser les images. Donc en fait, c'est fait en 2 temps. Donc les patients sont assez frustrés parce que on leur adresse pas la parole pendant l'examen. Et puis après, ça va dépendre des échographistes, hein. Même en France, vous allez avoir des échographistes qui vont interagir tout le long en vous expliquant chaque image, et puis d'autres qui vont rien vous dire ou vous parler juste à la fin. Donc ça, c'est assez personnel. Et ce qui compte, c'est quand même à la fin que vous ayez un bébé en bonne santé euh, et que tout aille bien pour vous et votre bébé. Donc, en conclusion, donc, comme je disais, l'échographie fétale est un examen médical. Il y a peu de disparités de protocole dans le monde. Tout le monde est d'accord sur 3 échos dans la plupart des pays, une par trimestre, mais vous aurez des grandes disparités de suivi selon les structures. Dans les grosses villes, quels que soient les pays du monde, vous aurez des structures privées, des structures internationales, vous aurez des appareils high-tech avec du 3D, du 4D. Dans les zones beaucoup plus reculées, vous aurez clairement pas accès à ce type d'appareil. Vous aurez des appareils moins récents, moins performants, souvent que du 2D. Mais sachez qu'autrefois, on n'avait que le 2D et on faisait quand même de bonnes analyses échographiques. Euh, on a pas mal de projets en cours pour les zones reculées où justement les patientes qui ne bénéficient pas d'appareils d'écho parce que, il y a pas les appareils, il n'y a pas les structures de soins et il n'y a pas les professionnels de santé formés. Donc, beaucoup de compagnies d'échographie sont en train de mettre en place c'est des protocoles qui s'appellent POCUS. Et en fait, c'est des appareils à bas coût qu'on va brancher sur des sondes d'écho qu'on va brancher sur des appareils de téléphone portable et où l'intelligence artificielle va permettre d'analyser des images et ça permet à des patients qui n'ont pas d'accès d'avoir une échographie par un professionnel pas forcément formé et ces images vont pouvoir être transmises pour être analysées. Donc on avance un petit peu dans l'analyse échographique des zones plus reculées. Ça va permettre un accès plus facile dans certains endroits. Donc cela reste un examen de dépistage, et j'insiste sur le mot dépistage, ce qui n'est pas capable de tout voir. C'est pas une fermeture éclair, on ouvre, on regarde tout et on se dit tout va bien. Non, on va analyser des images à travers un ventre. Les images vont être de plus ou moins bonne qualité selon la qualité de l'appareil, selon la quantité de liquide amniotique, selon la position du bébé, s'il tourne le dos, s'il met la tête en bas, s'il met la tête à l'envers, on verra pas forcément bien le visage, selon la morphologie de la patiente. Les patientes qui ont une épaisseur au niveau du ventre relativement importante, ça va atténuer les ultrasons et l'image va être de moins bonne qualité. Donc c'est un examen qui reste variable et on ne pourra pas avoir du 100%. Il faut savoir que certaines infos vont être données par l'échographiste et vont être très anxiogènes. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions à la fin de l'examen. Alors, peut-être pas pendant l'examen, mais plutôt à la fin ou à votre sage-femme ou à votre médecin qui va assurer le suivi à la consultation suivante pour pouvoir relativiser certaines infos. On a des échographistes qui vont vous donner des infos un peu brutes, sans contexte, et puis vous allez vous mettre dans la tête où il va dire, tiens, la tête est un petit peu petite, mais en fait, elle est strictement dans les normes, elle est juste dans les normes petites, mais dans les normes. Et vous allez partir en disant, il a une petite tête. En fait, non, la tête, elle n'est pas petite, elle est bien, elle est dans les normes. Donc, il va falloir surtout partager ce qui a pu vous inquiéter pendant cet examen. C'est vraiment important que vous ne restiez pas avec des inquiétudes toute la grossesse. La plupart du temps, on va pouvoir vous rassurer sur ce qui a été dit. Voilà, je vais arrêter mon partage. J'ai arrêté le partage, Marion. Je vous entends plus. Pardon, j'avais mis sur Ah, ça y mute. est. Est-ce c'est bon? Je sais Ouais, pas, je l'ai. j'ai pas regardé le timing. Ouais, c'est impeccable.
Merci mille fois. J'aime beaucoup, beaucoup votre conclusion, qui est de dire que voilà, s'il y a une inquiétude, s'il y a une information qui a été anxiogène, surtout, on reste pas avec. Et on en parle à celui qui fait le suivi de grossesse. Parce que j'entends souvent ça. Et en particulier dans notre sous-région, où effectivement la culture n'est pas trop à rassurer, mais plutôt voilà, à donner des informations tous azimuts, pas toujours hyper adaptées. Et du coup, je vois beaucoup de femmes qui sont inquiètes. Donc, merci de rappeler ça. Oui, parce que la Euh, plupart du temps, ouais. on va pouvoir relativiser cette info et puis l'expliquer sans problème. Mm. Donc, on vous a mis les coordonnées de Frédéric, donc qui téléconsulte sur Doctolib pendant la période où elle est à New York et qui consulte en présentiel en France également dans les différents points GIN de région parisienne. C'est ça? C'est ça, exactement. Voilà. Alors, on en profite pour vous parler de notre parcours d'accompagnement à la naissance qu'on démarre très très bientôt, donc début juin, qui va durer 2 mois, qui s'adresse aux couples qui attendent un enfant, quel que soit le stade de la grossesse, à partir du moment où le projet de naissance, où la question de l'accouchement devient un sujet. Euh, Si vous avez envie d'avoir un cadre et un guide pour en parler à deux, on a conçu ce parcours avec des vidéos. Donc, il y a 13 vidéos sur une durée de 3 heures à suivre en autonomie à son rythme. Et nous, on vous propose de vous retrouver 2 fois par mois en live pour parler de ces sujets, pour parler de ces questions qui seront nées du visionnage des vidéos. Et on vous met aussi un groupe Facebook pour poser vos questions à ce petit groupe de parents ou pour échanger. Donc, on a un tarif qui est préférentiel, enfin qui est un tarif de lancement à 149 euros. Et vous pouvez en parler avec nous si vous voulez. Vous pouvez nous contacter. On a une permanence téléphonique le lundi après-midi. C'est aussi l'occasion de parler de votre projet de naissance. Comment vous vous projetez? Est-ce que vous avez déjà envisagé différentes possibilités pour votre accouchement? Est-ce que c'est un sujet voilà, qui vous inquiète? Au contraire, est-ce que vous êtes serein? Nous, on est là pour répondre à toutes ces questions. Voilà. Et du coup, on vous a remis nos coordonnées au cas où vous ne les auriez pas. Et donc, on a un petit temps d'échange. On a même un petit quart d'heure pour poser vos questions, rebondir sur le sujet des échographies, partager un témoignage. Voilà, on est en petit comité sur ce live, donc c'est une chance pour pouvoir parler directement et poser ces questions à voix haute. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. On vous écoute. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat sur le dépistage de la trisomie 21. Ouais. Est-ce que, Alba, est-ce que vous souhaitiez parler, pardon, C'était c'était Ingrid. Ingrid. Est-ce que vous souhaitiez poser une question par rapport à cet écho-là en particulier? Moi, non, ça va. Près de moi, on se connaît très bien, donc je connais Alba, par on cœur travaille son ensemble. propos. On travaille ensemble et Alba est actuellement bientôt en congé maternité, normalement la semaine prochaine. Donc, troisième éco-fête et Mm. voilà, plutôt en projet de naissance là. Voilà. Ah, c'est extra. Non, pardon, c'était Ingrid qui C'était avait posé Ingrid. une question. Est-ce que ça a répondu à vos interrogations potentielles, Ingrid, sur l'échographie du premier trimestre et le dépistage de la trisomie 21? On ne vous entend pas, je ne sais pas si Ouais, si j'entends pas non plus. Ah, On ne m'entend pas. Zut, je vais écrire. Mia, bah, je vais juste redire pour l'échographie. En fait, le dépistage de la trisomie 21, c'est une
prise de sang qu'on va réaliser dans les jours qui suivent l'échographie du premier trimestre et on va doser des hormones dans le sang de la maman et on va coupler ce résultat avec la mesure de la nuque à l'échographie et l'âge de la maman et ces trois paramètres vont évaluer un risque de trisomie 21 pour l'enfant à venir. Donc un risque qui va être 1 sur 1000, 2000, 3000, 10 000, etc. Donc, c'est ces trois informations, l'échographie, la prise de sang et l'âge qui vont évaluer le risque. C'est pour ça que c'est en général couplé à l'échographie. Maintenant, si on a raté ce créneau d'écho du premier trimestre, c'est pas grave. On peut faire ce dépistage aussi au deuxième trimestre, ce dépistage sanguin. Moi, je Euh, voulais rebondir sur ce sujet, Frédéric. Euh, quand on a un doute sur la qualité de l'échographie du premier trimestre et sur la précision de la mesure de la clarté nucale, est-ce que ça a un intérêt de faire justement ce dépistage combiné? Est-ce qu'il vaut pas mieux attendre justement de juste faire les marqueurs sériques au deuxième trimestre? Non, je pense que. Alors, après, la qualité de l'échographe, effectivement, joue sur la mesure de la nuque. Maintenant, je dirais que si une nuque qui est mal ou moyennement bien mesurée, on va pas passer de 1 à 4 millimètres, en fait. Ça va se jouer plus sur un 1,2, on l'aurait peut-être eu 1,6, mais ça va pas être une différence majeure. Une nuque qui est vraiment épaisse, quel que soit l'appareil d'échographie, on va la voir. Donc, je pense que même si on n'est pas certain que ça soit parfait, on peut quand même faire ce dépistage au premier trimestre. Ok, ça c'est super rassurant. Parce que c'est vrai qu'en France, on voit des réseaux de périnatalité avec un encadrement des échographistes qui doivent... Oui. Hyper strict. On doit être Ouais. on mesure tous les échographistes qui font des échos du premier trimestre envoient leur nuque chaque année et chaque année on reçoit nos résultats et on regarde si on est dans les cordes du département et au niveau national. Et si on est en dehors des clous, on doit se reformer. Donc c'est vrai que c'est Mm. très, très encadré en France. C'est pas encadré partout comme ça dans le monde, mais je pense qu'on peut quand même relativement faire confiance à la plupart des images échographiques. Après, si l'échographie, si on mesure une nuque à 15 semaines d'aménorrhée, clairement, elle a pas vraiment de valeur échographique. Un passé 13 plus 6, passé 14, ça n'a pas vraiment de valeur. En tout cas, pas Ouais, de ok. Donc, Intéressant. Respecter le ouais. timing et on peut avoir confiance en fait dans la... On peut avoir Ah, confiance, même si l'appareil n'est pas incroyable. C'est pas tellement l'appareil, ce qui compte, c'est plutôt la formation de l'échographiste. ouais, Et puis normalement, un échographiste qui a un vrai doute doit pouvoir vous dire, voilà, je ne suis pas certain, ma mesure n'est pas très bonne, il faudra la recontrôler ou contrôler les marqueurs. Alors après, il y a ce qu'on appelle le DPNI, le dépistage prénatal non invasif de la trisomie 21, qui est une autre prise de sang et qui permet d'avoir un diagnostic de quasi-certitude de trisomie 21 ou pas. Donc ce DPNI, bien entendu, il ne va pas être disponible partout dans le monde. Dans toutes les grosses villes, dans toutes les grosses structures de soins, bien sûr, il va être disponible. Il y a même des pays où il va être fait d'emblée, dans les pays high-tech, il va être fait d'emblée. Vous serez en Corée ou Singapour, je pense que vous aurez un DPNI d'emblée. En France, on ne le fait que si le premier test est positif. Mais par contre, il peut être fait à n'importe quelle date de la grossesse, ce test. Donc, si jamais vous êtes à l'étranger, vous avez un vrai doute, vous vous dites, je voudrais vraiment bien faire un DPNI pour être sûr, on peut le faire à n'importe quelle date quand vous rentrez en France. Et s'il n'est pas dans les recommandations, vous avez le droit de le faire, c'est juste qu'il sera à votre charge. Mais c'est quelque chose qui est un test qui peut être demandé. Donc, en France, il est remboursé si on est dans les indications. Et il n'est pas remboursé si c'est une demande de la famille hors indication. Mais c'est important de savoir qu'on peut le faire. Donc, c'est un ouais. test qui coûte dans les 350 euros à peu près en France, mais qui est disponible, voilà, si vous jugez que votre dépistage n'a pas été compétent. Mm. Ok, merci beaucoup. Il y a une grid qui dit, qui me demande s'il y a enfin, qui nous demande s'il y a des endroits au Congo pour faire donc cet examen. Vous parlez de l'échographie du premier trimestre et qui me dit j'ai eu presque des moqueries arrivées en France avec mes échographies du Congo.
Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, évidemment, et qui est Ouais. dur pour les patientes, Alors, parce que, évidemment, oui, ils sont... alors ça, c'est la responsabilité du gynéco français d'éviter de se moquer de l'échographie qui a été faite. C'est ridicule parce que d'abord, on ne sait pas dans quelles conditions elles ont été faites. Il avait certainement pas un Voluson E10 dernier cri à disposition. Et on n'a pas les mêmes sociétés savantes qui demandent les mêmes recommandations. Nous, on a des sociétés qui nous demandent un certain nombre d'items dans le compte rendu. Donc voilà, c'est des comptes rendus préfaits sur des logiciels informatiques. Euh, Au Congo, probablement dans certaines structures de soins, vous allez avoir une feuille A4 avec un texte à trous manuscrit et vous allez avoir juste la longueur du bébé, les battements cardiaques. Et c'est déjà très bien. C'est déjà une très bonne information. Je dirais que à l'échographiste après français de prendre la peine de regarder les images qu'on lui propose, même si ce n'est pas des images fantastiques, on peut quand même regarder l'image, voir si la longueur crânio-caudale a été bien faite, s'y fier ou pas en fonction de ce qui a été fait, essayer de récupérer des infos, et puis voilà. Et certainement pas dire à la patiente que ça a été mal fait. C'est vraiment pas l'idée. Il y a une écho qui a été faite, elle a le mérite d'avoir été faite, et c'est toujours une information. C'est toujours une bonne information. Donc ça vaut toujours le coup de la faire. Ouais, c'est hyper rassurant. Merci beaucoup. Je pense qu'on a besoin d'entendre ça au Congo. On a besoin d'être rassuré, d'être, voilà, de se dire Non, mais que... je vois très bien ces échographies qui arrivent avec une feuille de papier, une petite agrafe et une mini photo. Mm. On se dit oui, effectivement, c'est pas les 14 photos 3D couleurs de nos patientes, mais c'est déjà une grosse info. Et il y a voilà, il y a quelques années, on avait la même chose. Donc, faut pas oublier non plus ce qu'on avait. Et ça reste de bonnes informations dans tous les cas. Il est toujours temps de rattraper, de faire un peu plus d'analyse après dans la suite. Super. Bah, ça fait du bien d'entendre tout ça. Merci beaucoup. Alors, il n'y a pas d'autres questions sur le chat. Je regarde, non, c'est tout bon. Mm. Bah, si jamais il y a d'autres questions qui arrivent sur les replays, n'hésitez pas à me les Oui. transmettre. J'y répondrai avec Vous plaisir. avez une note, vous avez quelque chose à partager, une question, un, Oui, bonjour. un commentaire ou, Vous m'entendez? Oui. Ah, bonjour, bonjour à toutes. C'est Ossine, là, je suis avec Jade. Moi, j'avais une petite question. Alors d'abord, je vous remercie parce que c'était très instructif, du moins pour moi. J'avais jamais vu tout ça, même toutes les photos et tout. Donc merci beaucoup. Et après, Oui. ma question, c'était un moment sur une slide, vous avez dit que pour l'échographie du plaisir, comment réagir en cas d'anomalie qui est détectée. Donc, En fait, oui, enfin, cette échographie, elle est faite pour regarder le bébé et non pas pour l'analyser. Donc c'est d'accord. vrai que si l'image vous choque à un moment et on voit quelque chose et que la personne qui vous fait l'écho n'est pas compétente pour vous expliquer ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on fait en fait? Quelle est la suite? Quelle va être la suite de la prise en charge? Comment vous donner les bonnes infos? C'est pour ça que c'est pas idéal de faire des échos comme ça avec des personnes qui ne sont pas compétentes pour les faire. D'accord, donc enfin, c'est pas recommandé, on va dire. Je veux juste dire, Non, c'est vraiment pas recommandé. Je pense que la d'accord. partie plaisir, faut essayer de la voir avec votre échographiste qui vous fait le dépistage à la fin de la consultation et essayer de trouver un moment d'échange. Voilà, de demander à pouvoir poser vos questions, revoir votre bébé et ça doit pouvoir normalement se faire sur un suivi médicalisé. Mais je vous dis, après, ça va être très échographiste dépendant. Ok, ça marche pas, merci. Après, au-delà de ça, c'est une exposition aux ultrasons. On sait que les ultrasons ne sont pas nocifs. On n'a jamais fait d'études sur les conséquences d'une exposition à une écho 3D qui expose à beaucoup plus d'ultrasons sur une durée relativement longue et plusieurs fois dans la grossesse. Hein, on n'a pas de recul. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on s'en tient aux échos recommandés normalement. Voilà. Et c'est des échos recommandés aussi et non pas obligatoires. Enfin, c'est aussi cette petite nuance-là, c'est que... Recommandé, exactement. Ouais. Hein. Je vous rappelle que l'OMS recommande au moins une. Bon, au moins une. Deux, c'est mieux. Nous, on dit une, trois, c'est bien, mais voilà. Et surtout, ne vous focalisez pas sur les dates. Si vous avez une écho à la mauvaise date et puis vous allez rentrer en France, vous dites, oh là là, je suis ni entre 21 et 23 et ni entre 31 et 33, c'est pas grave. On peut la faire entre les deux, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'on puisse la faire. Donc,
on peut toujours faire des rattrapages, quel que soit votre moment de passage. Si vous rentrez et vous souhaitez faire un contrôle, il n'y a aucun souci pour le faire. Oui, c'est génial. Parfois, on peut être bloqué par les secrétariats qui disent ah, non, non, vous n'êtes pas à 21, je vous prends pas. Et en fait, ça vaut vraiment le coup de dire écoutez, je suis en France juste pour une semaine, je suis expatriée, donc en fait, j'ai besoin de faire une échographie et accueillez-moi, quel que soit mon terme. Exactement, exactement. Il faut préciser le contexte et je ne vois pas pourquoi on vous donnerait pas de rendez-vous. Dans ces cas-là, vous changez de cabinet. Mm. Mais il y a forcément, ou alors vous prenez un rendez-vous avec une sage-femme ou un gynécologue qui a un appareil d'échographie en salle de consultation, ce qu'ont enfin la plupart, en tout cas en France, beaucoup maintenant, mais ce qui vous permet de faire votre consultation de suivi. Vous prenez un rendez-vous pour une consultation de suivi et puis on fait un petit coup d'écho, quitte à reprogrammer après une vraie écho si besoin. Ça peut être une première étape d'entrée pour intégrer le circuit. Mm. Euh, Rebonjour. Moi, du coup, je suis Jade. J'avais juste une question. Si on est à l'étranger, du coup, est-ce que c'est nécessaire, si on souhaite par exemple accoucher en France, de revenir au moins une fois en France pour faire, dans le cas où les échographies sont pas de très bonne qualité dans le pays où on est-ce qu'il est quand même préférable de rentrer au moins une fois en France, faire une écho de contrôle avec tous les systèmes français ou pas? Pas forcément, tout dépend de ce qu'on dit mauvaise qualité en fait. Je dirais qu'une échographie où vous avez les mesures de votre bébé, la position et le placenta, c'est les informations essentielles pour un accouchement. Après, voilà, la morphologie, bah, c'est mieux, bien sûr, mais ça suffit pour pouvoir évaluer une naissance. Donc non, c'est pas obligatoire de venir faire une échographie en France au cours de votre grossesse si vous accouchez en France. Il faut bien sûr, par contre, arriver avec vos échographies, les échographies que vous avez faites. Si vous n'avez pas eu d'écho après 20 semaines et que vous accouchez en France, je pense que l'équipe de salle de naissance ne sera pas ravie de vous voir débarquer avec zéro écho pendant 20 semaines. Donc oui, ce serait bien. Mais si vous avez une écho au troisième trimestre avec les 3-4 items que j'ai cités, c'est suffisant pour vous accueillir et vous faire un accouchement en salle de naissance en France. D'accord, très bien, merci. Généralement, ils demandent si possible que l'écho du troisième trimestre soit réalisé dans le lieu dans lequel que tu as choisi d'accoucher. Généralement en France, Alors en France, beaucoup moins parce que en fait, les maternités n'arrivent plus. Autrefois, c'était vrai, ils prenaient en charge quasiment toutes les échos T3. On faisait T1, T2 en ville. Et maintenant, ils sont tellement débordés dans les maternités que les T3 se font en ville également. La plupart du temps. C'est vraiment rare qu'on vous impose l'écho T3 dans la structure. D'accord, ok. C'est pour ça que Mais je ça parle fait pour qu'en moi. France, vous Oui. serez accueilli pour une écho normalement, vraiment à n'importe quel moment de la grossesse, surtout si vous venez de l'étranger, n'importe qui sera d'accord pour vous faire une échographie. Il n'y a pas de raison que vous puissiez ne pas avoir d'écho, quelle que soit la date. Et est-ce qu'on peut se pointer dans un centre échographique sans prescription médicale, justement? Alors, dans un cabinet de radiologie, non. Mm. Cabinet purement de radiologie, il faut une prescription pour l'échographie. Mais si vous arrivez dans une consultation de gynécologie, dans un cabinet de gynécologue ou de sage-femme, clairement, vous n'avez pas besoin de prescription. Ouais. Intéressant aussi à avoir comme info, en fonction du lieu où on va, juste penser à voilà, si c'est un cabinet de radiologie parce que c'est le seul disponible, Ouais. anticiper la prescription avec... Après, vous pouvez toujours effectivement faire une consultation en distanciel, une téléconsultation, et voilà, et le médecin en téléconsultation vous donne la prescription et vous pouvez aller vous rendre dans n'importe quel centre en arrivant Ouais. de radiologie s'il n'y a pas de sage-femme ou de médecin échographiste disponible dans un cabinet de gynéco. Bien sûr, il faut toujours appeler le secrétariat pour s'assurer que le gynéco ou la sage-femme fait des échos. Ouais. Ce n'est pas le cas de tous. Ouais. Même les gynécologues médicaux n'ont pas forcément d'appareil d'écho. Les Ouais. gynécos médicaux n'ont pas tous un appareil d'écho et ne vont pas tous se lancer dans une écho fétale, surtout.
Hein, voilà, c'est vraiment important de bien checker. Un gynécologue médical classique, il ne vous fera pas une échographie fœtale. Ouais. Il pourra éventuellement vous regarder les battements cardiaques, point, quoi. Il n'ira pas plus loin dans l'analyse du fœtus. Par contre, il pourra toujours vous prescrire et vous adresser à son collègue, son correspondant de ville ou le collègue avec qui il travaille. Ouais, moi, je voulais juste rajouter deux petits exemples, mais qui peuvent être aussi importants si on pense qu'on peut, par exemple, amener un enfant. Des fois, des personnes souhaitent amener un membre de la fratrie ou leur premier enfant lors d'une consultation, que c'est rarement, vous allez confirmer ça, mais je sais que moi, par exemple, c'était toujours bien précisé de ne pas venir, Oui, de faire garder son enfant. Donc, c'est quand même aussi important quand on arrive surtout de l'étranger. On n'a pas un système de garde de pouvoir faire garder son enfant parce que je pense dans la plupart des cas, on n'accepte pas des enfants parce que ça peut créer, voilà, ça peut enfin, alors, oui, le président a besoin d'être concentré et surtout si c'est un jeune enfant. Et aussi par rapport à moi, par rapport aussi, une fois, j'avais demandé si mon mari pouvait être. Au début, je pensais, bon, il n'était pas présent, j'étais rentrée seule. Et pareil, après, je l'avais compris que, voilà, pour que le praticien puisse se concentrer, avait refusé, voilà, que je parle à mon mari. Et c'est totalement OK, mais c'est aussi pour anticiper de se dire, bah, en fait, des fois, si on veut vraiment être avec son conjoint, bah, on peut aussi faire sur place, mais si on prend un billet, on voyage et on voudrait que son conjoint soit présent, c'est aussi de pouvoir se renseigner en amont parce que ça peut être aussi frustrant. Si on s'attend à mettre WhatsApp À la et vidéo. à la vidéo et que le conjoint bien sûr. voit, ça peut ne pas être aussi accepté par le praticien. Alors, en France, clairement, les conjoints sont toujours admis. Ça ne doit pas arriver. C'est très rare que les conjoints soient pas admis. J'ai fait un peu la revue dans les pays du monde. J'ai vu l'Arabie Saoudite éventuellement, où les conjoints sont pas trop. Il peut arriver que les conjoints soient pas admis, certains pays, mais la plupart du temps, les conjoints seront admis. En tout cas, en France, il y a pas de débat. Après, si vous venez avec votre maman, la belle-mère, la tante, la cousine, oui, là, effectivement, on va vous dire c'est un, et puis quitte à tourner. On n'aime pas avoir trois personnes qui commentent, etc. Mais le conjoint, il n'y a aucun souci. Alors pour les enfants, moi je recommande de vraiment pas venir avec les enfants pour plusieurs raisons. Un, le papa profite pas de l'échographie parce que il gère le petit en général. Donc si c'est un moins de 2 ans ou 2, 3 ans, c'est l'enfer. Enfin, ça peut vite devenir un enfer. Le papa sort, il se concentre pas. La maman, elle est stressée parce qu'elle voit son petit qui. Donc en fait, personne ne profite de l'écho et personne n'est concentré et l'obstétricien se crispe. Enfin bon, c'est pas souhaitable. Et puis, deuxième chose, j'en avais pas mal discuté avec une psychologue avec qui je travaillais à l'époque, qui, elle, trouvait que un enfant n'est pas capable d'analyser une image noir-blanc avec un profil noir-blanc. Et dans l'imaginaire d'un enfant, un bébé, c'est un bébé, c'est un bébé. Donc c'est un bébé qu'on voit dans les poussettes, c'est un bébé qu'on voit dans un landau. Et donc un petit qui va imaginer attendre un petit frère ou une petite sœur, il va visualiser un bébé dans le ventre de sa maman. Et donc il ne va pas du tout comprendre quand je vois des parents dire, tu vois ton petit frère ou ta petite sœur, le petit il regarde et il voit du noir et du gris. Il n'est absolument pas capable de conceptualiser ni l'image 2D ni l'image 3D. Et voilà, vaut mieux s'en tenir à Choupi attend sa petite sœur. C'est beaucoup plus, ça leur parle beaucoup plus que une image échographique. Je pense que les parents sont contents d'offrir ça, pensant bien faire, mais en fait, c'est vraiment pas souhaitable. C'est pas dans le stade de développement des enfants de conceptualiser ces images. Et ça peut totalement, et encore plus une image 3D qui peut être un peu parfois pas toujours très jolie. Ouais, Mm. ouais. Et ça peut même pas traumatiser, mais ça peut quand même provoquer des questionnements chez le petit qui va pas forcément exprimer et plus d'inquiétude que de bénéfices dans tous les cas. Donc mieux vaut s'en tenir à une image de poupée classique, quoi, du visuel d'un petit. Et le fait de pouvoir aussi dépister une malformation et du coup d'avoir une Et information voilà, un petit voilà, peu effectivement, la et- troisième raison, c'est s'il y a un problème que les parents font dans l'arme, c'est très très compliqué à gérer. Mm. On accepte les enfants si on n'a vraiment pas d'autre solution, bien entendu. Moi, je vois une famille qui arrive avec une poussette, je mets personne dehors, je prends tout le monde, mais je leur dis si le petit s'agite, clairement, il faudra sortir.
Ouais. Alors, si la maman est seule avec un bébé, là, ça arrive et c'est dur. Ouais. Mais ça arrive, hein, qu'il y ait des mamans solo avec une poussette et un enfant de 11 mois. Bon, voilà. Ouais. Il y a des lieux où on peut accueillir les enfants, enfin, mais c'est plutôt Bon, hospitalier. après, j'ai toujours des assistantes adorables qui viennent voilà, s'occuper du bébé et qui viennent aider, mais ça reste artisanal. Super. Bah, merci mille fois. C'était vraiment passionnant. Ah bon, on pourra en parler pendant des heures, hein. Très éclairant, très rassurant aussi. Je pense hyper rassurant pour toutes celles qui sont dans des lieux un peu isolés, sans accès à des appareils dernier cri, etc. Je pense que ça fait du bien. Ouais, c'est pas grave. Et donc, merci infiniment. Eh ben, avec Et grand plaisir. Merci Marie, merci Marion pour cette invitation. Merci à toutes d'avoir été présentes et puis avec plaisir pour répondre à d'autres questions si besoin. génial. Hein, n'hésitez Merci. pas à contacter Frédéric. À toutes. À bientôt. Merci. À À bientôt. bientôt. Au revoir Séverine. Au revoir, Séverine. Bye bye, Séverine. Merci à toutes. Bye bye, Jade et Ossine. Au revoir.